Alors c'est le dernier opus de son projet littéraire monumental sur la France. Son histoire intime de la Ve République, c'est de loin le plus personnel. Il y parle de lui, de ses parents, de ses goûts pour la chanson, le cinéma. C'est un livre mélancolique aussi, mais c'est pas un livre désespéré. Bonsoir François-Olivier Gisbert. On va y venir, la France. Bonsoir, avec un grand F. Merci d'être avec nous. On va parler longuement de cet ouvrage. Comme d'habitude, c'est jubilatoire dans l'écriture et c'est très intéressant sur nous-mêmes. Mais d'abord, c'est l'heure du vrai ou faux. Bonsoir Léa. Bonsoir. Léa Sulevitch de la cellule Vrai ou Faux, l'équipe de Julien Pin sur France Info. On va parler ce soir des succès en librairie. France, ça va vous intéresser. Et que des succès de livres de droite ou d'extrême droite. C'est un tweet de Christine Kelly qui a attiré votre attention, la journaliste de CNews, qui donne l'impression qu'il n'y a que des livres écrits par des personnalités d'extrême droite qui se vendent bien et qui intéressent les Français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous avez regardé les classements? Oui, on est allé alors déjà regarder le classement d'Amazon que Christine Kelly publie. Et effectivement, on voit bien que ces 4 livres, ils sont dans les meilleures ventes des livres politiques. Mais on est aussi allé voir le classement Edistat. Alors c'est un autre classement qui lui est un petit peu plus complet parce qu'il prend aussi en compte les ventes en librairie et en grande surface, en plus des ventes par correspondance. Et si on ne prend que les essais politiques dans le top 5 de cette semaine, alors on trouve bien dans le top 3 effectivement les livres mentionnés par Christine. Alors attendez, il faut rappeler lesquels. C'est voilà, on a celui de Jordan Bardella, celui d'Éric Zemmour et celui de Philippe de Villiers, le tiercé dans l'ordre. On a aussi votre livre François-Olivier Gisbert, donc, qui apparaît en bien marché. À combien? Et en 5e position. Ah bah ouais, il vient de sortir. Ça fait à peine de sortir. 3 semaines. Alors tous, ils sont sortis le mois dernier ou les semaines dernières. Mais en 4e position, vous avez vu, on a quand même un livre qui, du coup, détonne un peu, surtout par rapport aux 3 premiers. Donc le livre de Gabriel Zucman, les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin. Si vous aviez un doute, donc la couleur politique là est clairement à gauche. C'est pas l'extrême droite. Donc la droite. Un énorme plan média. Donc partout. Donc Christine Kelly, elle a plutôt choisi le classement. C'est vrai qu'il mentionnait pas Gabriel Zucman, mais à part ça, effectivement, les meilleures ventes, le top 3, c'est effectivement des livres écrits par des personnalités d'extrême droite. Comment ça s'explique? Alors, je ne vais pas entrer dans le débat de la droitisation de la société française. Ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite, elle s'est banalisée et qu'aujourd'hui, acheter le livre d'un cadre du RN, c'est beaucoup plus facile qu'avant, puisque, par exemple, les livres de Jean-Marie Le Pen, eh bien, ils étaient édités par des maisons d'édition qui étaient assez confidentielles, qui n'étaient pas du tout grand public. Ouais. Puis pour Marine Le Pen, en fait, c'était pareil. En 2006 et en 2012, elle publie ses livres aux éditions Grancher. Alors, ça vous dit peut-être rien. C'est une maison d'édition qui est spécialisée sur l'ésotérisme et l'art divinatoire. Donc là aussi, c'est plutôt niche. Alors que les ouvrages qui sont mentionnés par Christine Kelly, ils sont tous publiés chez Fayard, donc maison d'édition détenue par Vincent Bolloré. Et elle, pour le coup, elle est très connue. Elle a beaucoup de moyens de promotion et de distribution des livres, par exemple avec les usines, les enseignes relais dans les gares. Et puis, comme elle appartient au groupe Bolloré, eh bien, on a CNews, le JDD ou Europe 1 qui peuvent assurer également une couverture médiatique de ces ouvrages. Ça veut dire que la gauche, ça ne vend pas? Alors, en l'occurrence, là, ces livres, ils viennent tous de sortir, on l'a dit, le même mois, donc ils se retrouvent simultanément dans le top 5 avec Gabriel Zucman, donc. Mais maintenant, si on... vous arrivez, François-Olivier Gisbert, vous allez réagir. Et surtout, si on remonte un petit peu dans le temps, c'est vrai qu'en mars et en avril dernier, par exemple, on a eu les livres d'Anne Hidalgo et d'Olivier Faure qui, eux, n'ont pas bien marché du tout. Ils n'ont même pas atteint le top 50 des meilleures ventes, toujours sur Edistat. C'est pas un sort qui est réservé que à la gauche. On a aussi Xavier Bertrand, dont le livre a connu le même sort, qui est sorti ces dernières semaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'extrême droite qui fait du succès en librairie. Si on prend le classement de la rentrée précédente, par exemple, il y a un an, on avait 2 livres qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. On ne peut pas faire plus différent. On avait le premier livre de Jordan Bardella et le livre de Salomé Saké, qui était donc un plaidoyer contre l'extrême droite. On ne peut pas faire plus différent. Et celui de Salomé Saké, il est resté 16 semaines en tête des ventes, donc 3 fois plus longtemps que le livre de Jordan Bardella, tout petit, il était pas cher. Qui était resté, donc lui, 5 semaines en tête. Donc là, c'était plutôt un succès à long terme pour un livre écrit par une personnalité de gauche. Donc oui, en cette rentrée, effectivement, les livres d'extrême droite, ils dominent largement, c'est très clair. Mais on voit que ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe de Villiers dans l'extrême droite, moi je mettrais plutôt dans la droite traditionnaliste. Enfin, c'est plutôt, on dirait en Grande-Bretagne conservateur, quoi. Mais ça raconte quand même un campisme, ça raconte une polarisation extrême. Oui, mais ça c'est l'histoire de l'édition, c'est-à-dire qu'il y a des années c'est la gauche qui vend, il y a des années c'est la droite, ou c'est la droite dure, ou c'est la... Mais ça dit quelque chose de l'époque quand même, non? Mais oui, c'est l'époque
mais l'époque, ça se trouve, dans un an, ce sera différent, ou c'était différent avant. Mais c'est-à-dire qu'il y a... Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple. De toute façon, il y a des sondages qui donnent le Rassemblement national très haut. Et vraisemblablement, s'il y avait une élection 20 points d'avance législative sur le ou présidentielle aujourd'hui, je ne vois pas trop comment le Rassemblement national ne l'emporterait pas. Mais en même temps, les bouquins, c'est quand même toujours un petit peu différent. Il se trouve qu'il y a une offre qui arrive. En même temps, je pense les 2 livres, là, il y a toute une série, une petite collection, là, avec, d'ailleurs, c'est Éric Zemmour, qui est un peu en tête de gondole, mais il y en a d'autres aussi. Bon, bah, évidemment, ça crée un petit mouvement. Et ce qui est frappant quand même, c'est que, par rapport, moi j'ai un livre en tête, c'était le livre d'Alain de Benoît, théoricien, s'il en est pour le coup, de la droite extrême, conservatrice et réactionnaire, qui avait beaucoup d'eau dans son vin. Absolument, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin, mais qui avait écrit un bouquin majeur, en tout cas pour tous ceux qui se rattachent à la droite conservatrice et réactionnaire, pour un gramscisme de droite. Oui, et que reprochait-il? Il reprochait au fond à toute sa famille de pensée d'avoir délaissé le champ de la bataille culturelle, de l'édition, et qu'au fond, depuis Barrès et Maurras, il ne s'était rien fait dans ce champ. Et au fond, ces succès de librairie montrent que il y a une droite, notamment dans le sillage d'Éric Zemmour, et une droite conservatrice réactionnaire qui a repris le champ de la bataille culturelle. On avance, c'est très bien que les gens lisent, qu'ils lisent des livres de droite, de gauche, etc. Moi, je me réjouis de ça, je me réjouis. Merci Léa pour vive ce vrai ou l'édition, faux. vive le livre. Et on retrouve le vrai ou faux demain, l'émission avec Julien Pain à midi. Exactement. Merci beaucoup. Alors on en vient à ce voyage dans la France d'avant. C'est à la fois le France qu'on aime, c'est-à-dire vibrillonnant dans l'écriture, et en même temps c'est parfois un peu... C'est pas nostalgique, c'est un peu agacé quand même parfois sur ce qu'on est aujourd'hui. C'est très difficile. Vous distribuez pas mal de baffes. La France va très mal. Aujourd'hui, c'est tellement évident, sur tous les plans. Il y a un pouvoir, mais qui arrive après d'autres pouvoirs, qui laisse tout filer, qui a laissé filer les finances publiques. On a un gros endettement. Il faudra quand même payer 100 milliards par an à partir de 2029. Après, ça va continuer à monter juste pour la charge de la dette. Pour que la dette continue. C'est pas pour la rembourser, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. 100 milliards par an, le plus gros budget. Non, mais c'est énorme. Bon, alors... Ça, on pourra peut-être s'en sortir, mais à condition, évidemment, d'essayer d'élargir le gâteau, de développer la France, de faire la croissance. Et c'est pas tous les abrutis de l'Assemblée nationale qui ont voté des taxes et des taxes et des taxes. Ça vous afflige ce qui se passe dans l'hémicycle? Mais non, mais c'est ridicule parce que, oui, ils font tout pour qu'on rentre dans une sorte de récession. C'est ça qui va se passer. Parce que déjà, on bat tous les records en matière de prélèvement obligatoire. On est à 42%, mais on bat les records européens. Et puis, aussi mondiaux. Il y a quelques pays qui sont proches de nous. Enfin, c'est absurde. Vous qui observez les politiques, dans quel moment on est, à votre avis? On est dans un moment où les Français, on le voit très bien, tous les sondages le disent, sentent que la France est en déclassement. Et bon, je ne veux pas employer le mot déclin, mais enfin, ils voient très bien que la France, c'est une phrase de Bavray, c'est un titre de Nicolas Bavray il y a 20 ans à peu près, qui disait la France qui tombe. Ah oui, elle tombe. Et bien sûr, mais ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'elle tombe qu'elle ne va pas rebondir. C'est loin d'être désespéré. Alors moi, ce livre-là, je l'écris, évidemment, c'est un livre plus sur la France, avec l'idée, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Comment on en est arrivé là? Mais je remonte même jusqu'à la Révolution française, parce que le robespierrisme... Oui, on va y venir au robespierrisme. Non, mais c'est vrai que vous êtes quand même dur, parce que vous dites... Ben oui, je suis dur, mais... La France est devenue la partie du relativisme. Tout ne va pas bien, madame. Une ZAD, une zone de transit, un buffet campagnard gratuit. Oui, est en train de devenir. Je n'ai pas dit qu'elle est devenue. Je dis qu'elle est en train de devenir. Oui, mais c'est raide, quand même. Oui, mais par exemple, sur le côté... J'embraye sur le côté open bar. Effectivement, ce qu'on voit grosso modo se pratiquer à l'Assemblée nationale, c'est très simple. C'est le théorème qu'on connaît par cœur. C'est une allocation, une taxe, une exonération. C'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. Aucun pays peut fonctionner comme ça. Aucun pays peut se développer. Vous êtes complètement d'accord avec vous là-dessus. Simplement, comment on sort sur le côté open bar du totem du tout gratuit et de la culture du droit en matière de santé, en matière de services publics. Les gens estiment qu'ils sont dans leur droit et dans un droit de gratuité, d'accès aux soins. Comment est-ce que on sort une population de ce mythe qui est quand même savamment entretenu depuis un bon moment déjà. Quand elle ne le veut pas, surtout. Oui, le côté l'État nounou, avec des présidents de la République, et c'est pas Macron le fait parce qu'il copie les autres, parce que Mitterrand avait commencé, Chirac a suivi.
on vous protège. Je suis là pour protéger les Français. Bon, ça peut pas marcher comme ça. Vous le voyez, celui qui aura le courage de dire l'État-providence, c'est plus possible, il va falloir l'adapter. Je ne crois pas que l'État-providence, c'est consubstantiel à la France. Non, mais je veux dire changer. Mais je dis simplement qu'il faut gérer mieux. C'est-à-dire, on voit très bien, excusez-moi, les dépenses sociales, il ne s'agit pas de les couper, mais il y a énormément de triches, puisque ça, c'est un rapport de la Cour des comptes, c'est pour moi qui le dis. Il y a 7 milliards. Bon, on peut régler ce problème. Mais il y a est-ce que la volonté de régler aucun problème. Je ne dis pas qu'il faut, au contraire, je dis à aucun moment qu'il faut réduire les dépenses sociales. Je dis juste qu'il faut, par exemple, empêcher la triche. Bon, parce que je dis... Vous parlez de la fraude sociale, dès que vous dites ça, aujourd'hui en France, on vous dit, oui, alors il y a la fraude fiscale. Vous pensez qu'il y a non, mais il y a aussi une fraude sociale. En matière de fraude sociale, 2 millions à récupérer. La fraude fiscale, elle est traquée, mais je ne pense pas. Il suffit de regarder les rapports de la Cour des comptes. Il y en a un, il est très simple. Il suffit de s'en occuper. Simplement, il y a tout de suite la volonté, surtout ne pas toucher. Et ce que disait notre ami, c'est très juste. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, dire la vérité aux Français, comme si c'était idiot. Mais non, il faut leur dire. D'ailleurs, c'est une phrase que Chirac utilisait souvent, et je crois que Mitterrand aussi d'ailleurs, mais c'est le côté, attendez, on est obligé de réformer pour que le modèle tienne. Voilà, alors on va parler parce que l'idée c'est quand même que ce modèle tienne, et que évidemment, vous avez raison, sur la santé, on va pas adopter le modèle britannique par exemple. Bon, ils ont une médecine... Je ne le souhaite pas. Ils ont une médecine, des hôpitaux publics, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le monde. Alors, puisqu'on est sur la France, parce que moi, ce qui m'intéressait le plus dans votre livre, c'est vous, en fait. C'est votre itinéraire. Oui, mais je parle beaucoup de la France, parce que mon idée, c'était... Vous voyez, c'est un peu comme le mal français d'Alain Perfit. Pourquoi on en est arrivé là? Quels sont les problèmes? L'une des raisons, c'est la passion des Français pour l'égalité. La réglementation, la passion pour l'égalité, il y a tout ça. Haine de soi, mur des dénis, passion démocratique, voilà les démons qui habitent la France et qui façonnent sa psyché collective. Prenons la Révolution. Il y a des très belles pages sur la Révolution. Cette passion pour l'égalité, c'est la formule de Tocqueville. Voilà. Expliquez-nous en quoi, finalement, c'est la dernière partie de la Révolution, peut-être la terreur, en quoi la figure de Marat, la figure de Robespierre irrigue cette psyché collective, alors que quand même, c'est la matrice de notre histoire, et que l'abolition des privilèges, quand même, c'est pas rien dans une histoire. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette figure-là est si prégnante? Vous parlez d'un culte de la violence. Non, mais attendez, je suis peut-être vieux con, mais j'ai pas écrit ce livre pour faire l'éloge de l'Ancien Régime, même non, bien sûr que non. Louis XVI se sort bien de ce livre, parce que Louis XVI était quelqu'un d'honnête, qui a essayé de faire les choses, et simplement, il a été un peu dépassé par les événements. Mais c'est évident qu'il fallait changer. Le problème, si vous voulez, dans cette nouvelle écriture de l'histoire que je fais, moi, c'est vrai que je pars directement sur les sources originales. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui écrivent sans arrêt des livres sur la Révolution, y compris des grands historiens, et qui reprennent les travaux des précédents, indéfiniment. Et parmi les travaux des précédents, il y a énormément de gens qui censurent. Par exemple, évidemment, la figure de Robespierre, vue par l'école robespierriste de l'historiographie française, école très importante, je dirais majoritaire. Ils sont tous robespierristes. Bon, évidemment... Pas François Furet, quand même. Non, il n'y a pas François Furet, qui est mort il y a longtemps, hélas, et qui est un immense bonhomme. Mais au contraire, qui était lui très anti-robespierriste, mais d'ailleurs qui était mon prof. Alors donc donc peut-être qu'il m'a influencé, mais j'étais déjà un peu marqué au départ. Mais si vous voulez, la façon de travailler, pourquoi je raconte l'histoire de la Révolution française comme ça, c'est que moi, depuis des années, j'ai travaillé pas sur ce livre parce que je savais pas pourquoi je travaillais, parce que ça m'intéressait. Donc je suis devenu une espèce, vous savez, il y a des fous un peu partout dans le monde. C'est vrai que vous picorez, ça passe de la chanson française, qui ont des passions. Alors je me passionne, vous savez. Votre enfance. Vous en avez partout des gens comme ça. Donc j'avais j'ai tous les livres anciens sur la Révolution française, par exemple. J'ai les œuvres complètes de. Il y a un culte de Robespierre en France ou pas? Ben oui, bien sûr. Alors, quand on lit, oui, justement. Mais alors, quand on lit les œuvres complètes de Robespierre, on se rend compte que c'est un taré. C'est un taré complet qui fait sans arrêt des appels au meurtre au milieu de considérations sur l'Empire romain avec des citations de Cicéron, etc. Mais c'est quand même, il a des cibles, il vise. Donc, je veux dire, c'est pas du tout le personnage qu'on nous décrit. On dit, alors les Robespierristes aussi, il était contre la peine de mort, etc. Mais oui, il était contre la peine de mort, mais sauf pour tous ses ennemis. Alors là, bien sûr, là, on les envoyait. Et d'ailleurs, c'est lui qui est derrière l'horrible loi du 22 prairial. C'est à la fin, juste avant
qui tombe, et qui d'ailleurs qui a provoqué sa chute, où là, il voulait carrément que les tribunaux révolutionnaires, ils voulaient pas, d'ailleurs ça a été voté, que les gens soient condamnés pratiquement automatiquement, sans avocat, sans besoin de preuves matérielles, etc. Et il y a un héritage qui fait encore écho aujourd'hui. C'est un Tartuffe. Mais oui, parce que on vous explique que c'est bien, que c'était formidable. On oublie le culte de la violence, on oublie les morts. Moi, j'ai été voir. Allez à l'église de Picpus, allez à l'intérieur, regardez tous ces morts, et vous verrez là-dedans, il y a des laboureurs, des coiffeurs, enfin des petites gens. Tout ça est une. Je renvoie les lecteurs à ces belles pages. Il y a eu des belles choses, des belles pages de la Révolution. Je dis pas le contraire. Non, tout ça, c'était magnifique. Mais en même temps, il y a aussi, il y a des pages noires. Ce qui est quand même marquant, c'est que beaucoup de penseurs situent au fond le début du tout fou le camp français, du côté décadence, en mai 68. Vous allez beaucoup plus... En fait, vous allez aux racines. Mais franchement, mai 68... Je trouve que c'est une facilité. C'est une thèse qui... C'est une facilité. Attendez, moi, j'étais pas du 68ard. Hein, je le raconte dans le livre. J'étais déjà social-démocrate, de droite, si vous voulez. J'étais pas du tout dans le mouvement. Mais franchement, c'est un mouvement c'est un monôme, c'est une jeunesse friquée qui recherche un peu des idées, du spirituel, et qui, du coup, d'ailleurs, pense que c'est mieux Mao Tse-tung, qui égorge et attire l'arigot son peuple, et qui trouve ça beaucoup mieux que le système où ils sont, avec ce vieux de Gaulle. Je crois que c'est un peu une révolte contre l'âge, c'est-à-dire l'âge du général qui est vieux, ce régime qui est un peu chiant, vous voyez. Alors je voudrais qu'on mais avec une croissance folle, c'est-à-dire c'est aussi ça, c'est-à-dire ils ont manifesté alors que le pouvoir d'achat augmentait à une vitesse folle, que le taux de croissance était de 5-6%. Oui. Alors je renvoie aux pages sur la Révolution, 68, De Gaulle, le grand homme qui a su reconstruire après-guerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce qu'il y a des très belles pages sur vos 15 ans, sur la Normandie. Vous êtes un fils du débarquement, puisque votre père était américain, il a fait le débarquement en Normandie, un ancien GI. Votre mère était catholique, normande, vous avez été élevé dans une ferme. C'est très beau, ces images, prof de philo. Et à 15 ans, vous voulez devenir écrivain. Oui. Racontez-nous votre rencontre. À 9 ans. C'est très simple. Avec moi, j'ai la rencontre. Vous retrouvez la Révolution française. Vous retrouvez la Révolution française, puisque c'est tout simplement en lisant 93, le chef-d'œuvre de Victor Hugo, qui est un livre. Bon, moi, j'adore Les Misérables, bien sûr, comme tout le monde, et puis évidemment Notre-Dame de Paris. Mais c'est son dernier grand roman, et il met tout. Et avec beaucoup d'hypocrisie aussi un peu, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration. Attendez, quand je dis ça, c'est pas. Mais simplement, n'oubliez pas, c'est un ancien monarchiste. Hein, et il veut être de gauche, et donc il donne un peu le change, mais derrière il balance. Et en fait, le seul personnage vraiment abject dans l'affaire, c'est le robespierriste. C'est le jacobin robespierriste. Ce ne sont pas tous les autres qui sont des personnes, qui ont des aspects très positifs. Le jeune ambitieux que vous êtes, en fait, vous êtes timide, vous avez 15 ans, vous allez à Paris, rue Hippolyte Mindron. Et vous rencontrez, et ça c'est important parce que c'est vraiment une rencontre existentielle, comme on dit. Oui, je commence là-dessus. Vous rencontrez. Il m'a beaucoup marqué. Un grand sculpteur. Alberto Giacometti. Ouais, il m'a énormément marqué. Vous dites que, au fond, vous lui devez énormément. Il vous dit, il vous donne une leçon de vie. Vous vous dites encore aujourd'hui que votre rêve, c'était de vous tailler une gueule à la Giacometti. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Qu'est-ce qu'il représentait ? C'est très simple. D'abord, moi, j'ai eu un coup de foudre pour ses sculptures et sa peinture. Quand gosse, justement, à l'époque, j'ai 15 ans, je regarde la revue L'Œil, je me souviens, et il y avait un grand reportage sur lui. Et je trouve ses sculptures absolument inouïes, sa peinture aussi, c'est un très grand peintre, on l'oublie toujours. Et je me dis, il faut que je le voie. Mais c'est pas pour devenir sculpteur ou peintre, même si mon père et mon grand-père sont peintres. C'est juste parce que ça me fascine ce qu'il fait, pour le voir. Et vous l'interceptez où ? Et en plus, c'est sa gueule aussi qui me fascine. Il est marqué. Où se fait la rencontre ? Je vais le voir à Paris. Moi, je suis en Normandie. Ouais. Je remonte, évidemment, c'est tout un bin, ça. Mon père me dépose à la gare de Saint-Aubin, les Elbeuf. Je change à Rouen, ou à Wessel plutôt. Allez hop, j'arrive. C'est toute une trotte. Je prends le métro. Je n'ai pas trop l'habitude. Je suis un petit gosse. Il arrive de sa ferme. Et puis, je vais à
le voir. Et lui, la porte s'ouvre, évidemment. J'avais écrit une lettre pour annoncer mon arrivée qui n'avait pas ouverte, mais il suffisait de voir le bordel chez lui. Si jamais il avait reçu, pas forcément, mais de toute façon, il n'avait pas ouverte, il n'était pas au courant. Mais il me dit, viens petit, allez, je t'emmène, on va aller manger. Alors, j'ai droit à la grande séance de la... Oui. Vous savez, le double express. Clope au bec. Le double express avec la clope, là, toujours là, les cendres qui tombent, il touille à chaque fois pour boire un petit coup. Et puis on a dû manger une omelette. Et puis, j'y suis retourné plusieurs fois. Surtout, n'en fais qu'à ta tête. Ah, mais cette phrase, c'est incroyable parce que, vous savez, je tenais mon journal, en jeune prétentieux de 15 ans, je tenais mon journal, après j'ai eu 16 ans, parce que je l'ai vu sur 3-4 fois, quoi. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 fois, d'ailleurs. Mais sur le journal, je notais tout, mais là, c'est pas sur le journal, donc c'est peut-être une autre rencontre. Et il y avait une feuille volante avec quelques propos. Et il y a notamment celui qui est incroyable, c'est... Bon, faut pas suivre le troupeau, enfin, tous ces trucs. Et puis, il y avait aussi « N'en fais qu'à ta tête », et c'était encerclé. J'avais fait un cercle rouge autour, comme si c'était vraiment une phrase très importante. Et en la lisant, j'ai éclaté de rire, évidemment. Plus de, je sais pas, 70 ans après, ou disons 60 ans après, j'ouvre dans ma malle, je cherche des trucs, je trouve ce truc, j'ai éclaté de rire, évidemment. Parce que je pense qu'il a dû c'est aujourd'hui, ce serait plutôt ma devise. C'est un hommage aussi à tous nos grands artistes qui ne sont plus. Vous avez vibré avec... oui, mais c'est vrai qu'on se dit quand même, François-Olivier Gisbert, il est un peu nostalgique, mais il voit pas les ressources de nos artistes aujourd'hui. Vous êtes un peu sévère. Vous parlez énormément de Johnny, s'il vous plaît. Mais de Dalida, de Sacha mais bien Distel, sûr, de Véronique Sanson. Pour une raison très simple. Vous savez, on a des cycles. Moi, c'est un livre sur la France. La France, c'est des cycles. Et il y a eu un cycle, par exemple, extraordinaire, c'est celui que j'ai vécu, de la chanson française. Comme d'ailleurs, il y a eu un cycle de la chanson britannique. Les Anglais, attendez, les Beatles, les Rolling Stones, vous avez entendu parler de ça, les Kings. Enfin, c'était un délire. Ça venait de partout et ça allait dans le monde entier. La British Invasion. Mais oui, mais c'est incroyable. Et puis après, c'est retombé. Et là, nous, en France, attendez, il faut simplement... Moi, je dis, faut regarder les choses. Il faut arrêter avec le déni, madame. Mais oui, il faut regarder les choses comme elles sont. C'était mieux avant. Mais non, c'était pas mieux dans ce domaine-là. De ce point de vue-là. Pas sur les autres. Et c'est vrai que quand on regarde les choses, Gilbert Bécaud, deux de ses tubes, enfin... plus d'autres aussi, mais enfin, il y en a deux qui ont été d'énormes tubes parce qu'ils étaient repris par Frank Sinatra, Elvis Presley. Je pense, Aznavour était un chanteur international. Dalida était jouée partout, enfin, elle était connue jusqu'en Amérique latine. Enfin, je peux continuer. Vous voyez, c'est incroyable. Mais on a quand même encore une scène. Et on avait Jean-Jacques Goldman quand il a fait les chansons de Céline Dion. Vous entendiez ça, mais partout. Mais comme vous, François-Olivier Gisbert, j'ai un... Et puis il y avait Brassens, qui était un poète inouï. J'ai un penchant nostalgique pour une époque que je n'ai pas connue. Et j'adore me plonger typiquement dans Vincent, François-Paul et les autres, de sauter, être là comme ça, à table avec eux, avec Piccoli, Reggiani. Tout ça est magnifique, mais néanmoins... La scène du gigot. Qui est formidable. Mais où mon temps pique une colère de Serge, à cause de Reggiani. Toi, un boxeur qui ne sait pas boxer. Enfin, voilà. C'est absolument magnifique. Simplement, on a une scène musicale mais de variété française, à texte qui est magnifique quand même. On peut pas l'ignorer. Zao de Sagazan, c'est formidable. Clara Isé, c'est une chanteuse formidable. Vous oubliez Clara Luciani, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est de Provence, mais elle est formidable. Non, je l'ai dit, elle est très bien aussi. Enfin, tout ça, c'est des raisons de se réjouir. Donc, vous nous amenez à revivre et à garder l'esprit français, d'un mot, l'esprit critique. Mais moi, je suis convaincu qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça reparte. Qu'est-ce que c'est, pour terminer? Mais attends, la culture française, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire là, c'est notre force. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu tellement, et qu'on a toujours d'ailleurs, de grands chercheurs, de grands savants. On le voit à chaque distribution de prix Nobel. Enfin, moi, je suis toujours surpris par la qualité incroyable de nos savants. On a des savants dans ce pays, des chercheurs. Et ça, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? C'est de chercher la petite bête, de couper les trucs en quatre, les cheveux en quatre, comme on dit, de l'ironie, le mauvais esprit, Rabelais, Voltaire, puis Molière, l'énorme, considérable Molière, qui est quand même le meilleur d'entre
tous. Et puis, je peux continuer jusqu'à aujourd'hui, Houellebecq, Yasmina Reza, enfin, plein d'auteurs. Oui, bien sûr, plein d'auteurs qui ont cette espèce de mauvais esprit. Voilà. Et c'est ça la France. C'est ça la France. Ben oui. Et donc, on a compris, c'est un peu nostalgique, mais c'est pas pessimiste. Loin non, je suis pas de pessimiste là. du tout. Voyage dans la France d'avant. Merci Mais beaucoup, je pense qu'on a Olivier les Gisbert. atouts pour repartir. D'ailleurs, je le dis dans le livre, quels sont ces atouts. Et puis, il faut réindustrialiser. C'est très important. Merci à vous. Merci à vous. C'est à lire chez Gallimard et merci à vous.